je vais demander à nos premiers invités de me rejoindre. Vous êtes là tous les quatre, donc venez. Oui, installez-vous, sauf celui du bout, puisqu'il est réservé au chat. Le chat qui sera assuré pour cette première table ronde par Clara, de Cap sur l'avenir. Voilà. Merci bien. Alors, j'ai beau avoir écrit en très très gros. Je vous mens pas. Hein. J'ai écrit en gros. Ouais. Le nom des invités, j'ai quand même besoin de mes lunettes. Alors, à côté de Clara, il y a Xavier Pascaud, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique, Isabelle Duvaux-Béchon de l'ESA, Stéphane Nogatchevski d'Ariane Group et Stéphanie Bérard-Thirier de Ariane Group également. Alors, je vais vous demander... alors, nous, notre table ronde va durer 1 heure. On va faire un premier tour où chacun va se présenter, présenter également la structure pour laquelle il travaille. Et puis ensuite, on passera tout de suite à vos questions, parce que à mon avis, c'est ça qui est le plus intéressant. J'ai préparé une série de questions au cas où ça démarrerait difficilement pour vous, hein, parce qu'on est samedi après-midi, c'est presque l'heure de la sieste pour certains d'entre nous. Donc, je vous aiderai à amorcer la pompe et puis après, ça sera parti. Donc, on commence par vous, Xavier Pascaud. Donc, la Fondation pour la recherche stratégique, c'est quoi ? La Fondation pour la recherche stratégique, c'est un centre de recherche en fait qui a été créé au début des années 90, en fait, qui est l'héritage de 2 centres qui préexistaient. L'un, c'était la Fondation d'études de défense, qui était une grande fondation institutionnelle sur les questions plutôt de sécurité et de défense. Et l'autre, c'était le CREST, le Centre de recherche et d'études sur les stratégies et les technologies, qui était associé à l'École polytechnique. Et donc, ce CREST avait été créé pendant les années 80 sur les grandes questions technologiques, avec l'ambition d'avoir des équipes pluridisciplinaires, en fait, qui regardent, qui analysent les grands sujets technologiques et stratégiques avec, je dirais, un regard sécurité-défense. Donc les grands sujets qui tournaient à l'époque autour de ce qu'on appelait la guerre des étoiles, et puis tout ça s'est amplifié avec différentes... donc c'est 40 personnes aujourd'hui, à peu près 25 chercheurs permanents, une 60aine d'experts associés, et nous on fonctionne essentiellement, je dirais le fond de notre activité, c'est la réalisation d'études sur la base d'appels d'offres publics pour les institutions nationales, de plus en plus pour les institutions européennes. Et on travaille aussi de manière un petit peu plus limitée avec nos grands amis industriels aussi. Voilà. Donc vous êtes le directeur de la Fondation. C'est ça, depuis à peu près 7 ans, depuis le 4 octobre, voyez-vous. Voilà. Et alors moi, je suis spécialisé sur les questions spatiales depuis l'origine. Ça tombe bien. Au départ, voilà, franchement, c'est quel talent. Et en fait... Joris est très bon, là. C'est lui qui a composé le panel. Voilà. Et en fait, voilà, moi j'ai été pas mal de temps aux États-Unis. Je suis chercheur associé au Space Policy Institute à George Washington University. Puis voilà, j'ai eu pas mal d'activités en fait sur les questions américaines, sur les questions transatlantiques, sur les questions spatiales civiles et spatiales militaires aussi. Et aujourd'hui, on a une activité. Alors moi, je dirige la FRS. Je garde quand même un regard sur les questions spatiales, bien sûr. On a une activité assez suivie, on va dire, avec le ministère des Armées, notamment sur les questions de coopération, de relations, à la fois dans le domaine politico-militaire et puis dans le domaine technologique, avec les États-Unis, avec d'autres entités et d'autres nations aussi. Donc voilà. D'accord, merci. Donc à votre droite, Isabelle Duvaux-Béchon, donc de l'Agence spatiale européenne, l'ESA. Oui, bonjour à tous. Donc l'ESA, en fait, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une agence intergouvernementale, donc on n'est pas une agence de l'Union européenne. On est une agence créée par des États pour des États. 22 États membres aujourd'hui. Et c'est quoi la différence ? Alors la différence, c'est qu'on est nos actionnaires sont les États. Et on réalise les programmes que les États souhaitent qu'on réalise ensemble. On est une agence, on a le même statut que l'OCDE. On a ce statut-là, on est un statut de fonctionnaire international et on est vraiment là pour faire la recherche et développement à des buts exclusivement pacifiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas autorisé à mettre des armes dans l'espace. Les nationaux peuvent en faire, mais nous, on n'est pas autorisés. Et donc, on va réunir les États membres régulièrement de façon à leur proposer des programmes et c'est eux qui vont valider les programmes qu'ils souhaitent qu'on fasse.
Donc on est actif dans tous les domaines du spatial, tous les domaines, que ce soit la science, l'astronomie, l'observation de la Terre, les télécommunications, la navigation, les lanceurs, la technologie, le vol habité, etc. etc. Et donc on a 7 milliards de budget cette année. C'est le plus gros budget de toute l'histoire de l'agence, ça augmente plutôt. Financé à... Vous comparez à quelles autres agences? Alors, à aucune, parce qu'en fait, on est la seule à travailler sur tous les sujets. La NASA ne travaille pas sur l'observation de la Terre, par exemple. D'accord. Donc on est une agence, mais sinon c'est l'équivalent d'une agence des autres agences étatiques. D'accord. On travaille d'ailleurs avec la NASA, les agences japonaises et autres. Ce qui est compliqué, c'est qu'on a 22 actionnaires, que chacun ont leurs intérêts industriels, leurs intérêts politiques, leurs intérêts. Donc il faut arriver à les concilier. Donc vous faites de quoi? Du spatial ou de la diplomatie? Ça dépend des jours. Je suis ingénieur de formation. Donc j'ai travaillé dans les parties techniques, mais je suis passé aussi, je me suis occupé de finances, je me suis occupé d'éducation, là je m'occupe de stratégie. Essayer de trouver les bons programmes qui vont permettre aux États politiquement de trouver les fonds pour les financer. D'accord. Eh bien, on va rentrer dans le détail un petit peu plus tard. Stéphane Nogachevski, Ariane Group. Alors, Ariane Group, c'est une société franco-allemande. Récente. Elle est assez récente, cette société, non? Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend très bien. Ariane Group est une société franco-allemande qui est le résultat d'un rapprochement qu'ont voulu Airbus et Safran, qui sont tous deux actionnaires de la société, 50-50, et qui est à la fois présente sur les lanceurs civils. Donc, nous travaillons beaucoup en étroite collaboration avec l'ESA, où nous avons effectivement à mener de gros projets industriels dans un contexte qui parfois peut aussi nous rappeler qu'il faut passer sous les fourches aux codines diplomatiques. Donc ça, c'est un élément sur lequel j'imagine vous aurez un certain nombre de questions et que j'essaierai d'aborder avec vous. Mais il faut savoir également qu'Ariane Group est également le pourvoyeur de missiles nucléaires pour toute la dissuasion française. Donc Ariane Group, c'est à la fois Ariane 5, Ariane 6, que tout le monde connaît, mais ce sont aussi les missiles nucléaires qui sont envoyés depuis nos sous-marins nucléaires. Et donc, Ariane Group a un rôle extrêmement important d'un point de vue stratégique pour la France et au regard de ses impératifs de souveraineté. Alors, j'ai juste une question qui émane du chat à l'instant. Quelle est la différence entre Ariane Group et Ariane Espace? Alors, Ariane Espace est en fait la structure à la tête de laquelle se trouve Stéphane Israël qui commercialise les lancements. Stéphane Israël, qui est un de mes collègues, donc, a pour vocation de mettre en place les solutions commerciales qui vont permettre à tous les clients qui souhaitent voir des satellites placés en orbite, d'ailleurs pas que via les lanceurs Ariane, puisque Ariane Espace également commercialise les lancements d'autres lanceurs, Vega en l'occurrence, nos amis italiens. Eh bien Stéphane va lui essayer de faire en sorte de prendre des commandes pour que des satellites puissent être mis en orbite. Au regard de toutes ces commandes, il faut trouver le moyen de les transporter. Il faut le bus spatial. Et donc, c'est là qu'Ariane Group entre en jeu pour que tous ces satellites puissent être envoyés dans l'espace, ou bien Vega également. Et donc, aujourd'hui, de manière très analytique, ce qu'il faut comprendre, c'est que Ariane Space travaille à la fois quasi exclusivement pour les lancements d'Ariane Group, mais aussi pour les lancements d'autres acteurs. Alors, avant la guerre en Ukraine, Soyouz également était commercialisé en partie. Il y avait des accords, des activités qui se géraient par le biais de Ariane Espace. Mais aujourd'hui, on est surtout et quasi exclusivement orienté sur Vega et Ariane Group. Merci. Voilà. Merci pour cette précision. Le chat s'apprécie. Stéphanie Bérard-Thiriez, vous aussi, vous êtes d'Ariane Group. Oui, bonjour à tous. Et votre fonction au sein d'Ariane Group? Alors, ma fonction, je m'occupe de la référence système des lanceurs civils. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, j'allais vous le demander. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire gérer la configuration du lanceur. La configuration du lanceur, c'est la définition, c'est les procédures d'assemblage, c'est les procédures de test en intégration, car on est quelques centaines de personnes à travailler en parallèle sur le développement d'un lanceur, et donc il faut gérer de façon très précise
à chaque instant la référence qualifiée en développement. Et quand on est en exploitation, ça couvrait aussi par exemple Ariane 5, à chaque fois qu'on a une mission différente, que Arianespace vend un satellite, vend un lancement de satellite par Ariane, on va aller vérifier que le lanceur est bien qualifié pour cette mission. Et on fait éventuellement des deltas de qualification, comme on appelle des compléments de qualification, ce qui a été le cas par exemple pour la mission James Webb, assez emblématique il y a 2 ans, comme beaucoup d'autres que Ariane 5 a emporté. Et qu'on espère Ariane 6 prendra le relais. Alors j'ajouterais peut-être... Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. En fait, avec Stéphanie, on travaille en étroite collaboration parce que je ne l'ai pas précisé, mais moi je suis en charge de tous les achats d'Ariane Group. Et donc, chaque fois que j'ai besoin de passer des commandes à mes fournisseurs, il faut que je sois sûr de passer la bonne commande, avec la bonne configuration, la bonne définition, les bonnes caractéristiques techniques, dûment établies par les bureaux d'études. Et justement, cette courroie de transmission qui assure de la robustification industrielle à mettre en place sur tout le réseau fournisseur, eh bien, ça dépend grandement de la qualité du travail de Stéphanie et de ses équipes. Donc, il y a un lien technique et fonctionnel qui est extrêmement important. Je rappelle que dans un lanceur, on a quand même une part très significative, je dis bien très significative, qui est fabriquée par la chaîne fournisseur externe. Et donc, ça veut dire qu'il faut assurer une cohésion, une coordination des plus compliqués. Vous imaginez bien qu'un lanceur, c'est quand même autre chose qu'une paire de chaussettes. Donc, on a la chance chez Ariane Group d'avoir des équipes techniques dont Stéphanie fait partie, qui ont cette capacité à la fois d'intégrateur systémier, mais aussi cette capacité à faire le lien entre les définitions techniques, les nomenclatures techniques qui doivent être traduites en nomenclature industrielle, qui, elles, nous permettent de passer les commandes en bonne et due forme auprès des fournisseurs. Et j'ajoute, dernier point, que dans un lanceur, contrairement à d'autres activités comme les avions par exemple, nous mettons plus de temps à qualifier le produit. Et donc ça rend la maturité industrielle beaucoup plus difficile à atteindre, ce qui fait que je peux vous le garantir, fabriquer des lanceurs, c'est pas chose simple. On va revenir sur ce point dans un petit moment. Mais alors, là, d'abord, je vais vous demander toute votre indulgence à tous les quatre, parce que je vais essayer de résumer très rapidement le sujet, parce qu'il nous reste 3/4 d'heure. Donc, peut-être que ma synthèse va vous choquer peut-être un peu, mais pour moi, après la Seconde Guerre mondiale et jusque dans les années 70, le spatial, c'était surtout un match entre les États-Unis et l'URSS pour savoir qui serait le premier sur la Lune. La conquête spatiale, à l'époque, était très politique, et même si elle ne jouait pas dans la cour des grands, la France était quand même la 3e puissance spatiale au monde. Jusque-là, d'accord. Aujourd'hui, le spatial est moins épique et je dirais aussi moins romanesque. Peut-être parce que nous sommes entrés dans une nouvelle dimension, celle de l'industrialisation de l'espace. C'est ce que nous allons voir maintenant avec chacun d'entre vous, et en particulier donc Xavier Pascaud, est-ce que la France a encore les moyens de jouer un rôle de premier plan dans, alors je ne sais pas si on peut encore appeler ça la conquête spatiale, mais ou l'exploitation de l'espace, je ne sais pas quel est le terme consacré aujourd'hui. Oui, il n'y a pas de terme consacré en fait. L'activité spatiale est multiple. Alors oui, je dirais la France, elle a les moyens, ça c'est clair, de jouer un rôle de premier plan. Elle joue d'ailleurs un rôle de premier plan. Au passage, on a mentionné par exemple l'envoi du télescope James Webb en orbite, enfin à l'endroit à partir duquel le télescope a pu se positionner. Tout le monde a reconnu que la qualité de la mise sur orbite de ce télescope avait été extrême, au point que le télescope peut doubler sa durée de vie, puisqu'il va utiliser moins de carburant pour se maintenir en place, parce qu'il aura été mis plus précisément en place. Donc ça, tout le monde le reconnaît, la qualité là. La question est, l'environnement spatial se transforme. Vous avez effectivement parlé du premier âge, en quelque sorte, de l'activité spatiale. Avec, on est dans l'après-guerre, on arrive au moment où on voit surgir ce qu'on appelle l'arme nucléaire, etc. Donc tout ça, le spatial, se construit autour de ça. L'industrie spatiale aux États-Unis et en Union soviétique se construisent autour de ça. En France aussi, d'une certaine manière. Enfin, en France, on ne le sait pas, mais le push spatial, c'est 3 ans.
c'est 58, 59, 60. Et 61 avec la création du CNES. Allez, on va dire 3 ans. 59, 60, 61. Dans ces 3 années, il se passe plus de choses qu'il ne s'en est passé ensuite en termes de construction, d'invention, de lancement de programmes pendant des décennies. Donc on voit bien que tout est lié à un moment historique. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, pour la France et pour l'Europe... Un moment historique, mais aussi une volonté politique. Oui, mais qui est lié au moment historique. Vous pouvez difficilement déconnecter la volonté politique du moment dans lequel elle s'exprime, finalement. Et là, on est à un moment où se reconfigure le monde dans l'après-guerre. Aujourd'hui, pour la France et pour l'Europe, puisqu'aujourd'hui, on a un autre environnement qui n'existait pas à l'époque, qui est l'environnement européen, eh bien, c'est un environnement plus complexe d'une certaine manière et qui fait intervenir plus d'acteurs. Donc, on a effectivement une décision qui est un peu plus diluée et on a sans doute une difficulté aujourd'hui, là, à vraiment redonner une vision qui soit très articulée. Ça ne veut pas dire que l'Europe et la France au sein de l'Europe n'aura pas de poids dans ce qui va se passer. Alors justement, quelle est la part de la France au sein de l'Europe de l'espace ? Alors si on regarde l'Europe de l'espace, la France est le premier budget, en fait, que ce soit en budget national ou en budget via l'ESA. La France a le premier budget. À l'ESA elle-même, je dirais, j'entends ça dire que c'est le 3e budget, le premier étant la contribution de l'Union européenne à l'ESA pour les programmes qu'elle nous confie. Programme Galileo, dont vous avez entendu parler, par exemple, c'est financé par l'Union européenne et c'est l'ESA qui le développe pour eux. Et l'Allemagne est, par exemple, en contribution cette année en 2023. Ça peut varier d'une année à l'autre en fonction de l'état d'avancement des programmes. L'Allemagne donne un peu plus que la France. Mais le programme national français est beaucoup plus important que le programme national allemand. Donc la France est vraiment le premier contributeur en Europe, au sens argent public. En plus, il y a bien entendu des acteurs privés, les acteurs industriels, qui ont aussi des financements propres pour leur développement. Donc c'est une place très importante. Ce qui peut être compliqué dans certains cas pour les industriels, parce qu'ils ne sont pas les seuls. C'est-à-dire que la capacité des industriels français est souvent plus grande que les budgets disponibles. Donc c'est une certaine complexité qui peut avoir, où nous, on doit trouver un équilibre entre les États contributeurs, ça fait partie de nos règles, et que les Français, entre autres, auraient bien envie d'avoir un peu plus de budget public. Mais la place de la France, à peu près dans tous les domaines, est très bonne. Alors, la part de la France est très bonne. À un moment, la France était aussi très très bien placée avec les lanceurs. En ce moment, on est un peu en panne. Alors, voilà, vous avez chacun un micro, vous pouvez répondre tous les deux en même temps. Je peux commencer, Stéphanie? J'y vais. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que Ariane Group a quand même réalisé des prouesses de longévité, de fiabilité absolument incommensurables. Il ne faut pas perdre de vue qu'Ariane 5 est le plus gros succès de fiabilité industrielle au niveau des lanceurs sur l'histoire du spatial. On en est très fiers chez Ariane Group et nous n'avons pas à rougir de cela parce qu'on a démontré sur je ne sais plus combien de vols qu'il y avait une fiabilité, mais c'est absolument... J'en avais compté 117. Oui, donc il faut savoir que ce savoir-faire est quand même et doit être respectable. Et puis il y a également ce projet fabuleux qui est Ariane 6, qui est un lanceur dont on lit dans la presse qui effectivement prend du retard. C'est toujours intéressant de ne pas se regarder que soi-même et voir un petit peu ce qui se passe dans le monde sur les autres développements. Et vous ferez vos checks vous-même, vous apercevrez. Non, on vous a sous la main, vous allez nous aider là. Ce que je veux vous dire, c'est que effectivement, nous avons Ariane 6 qui décale. Vous êtes deux en plus. Mais c'est très compliqué un lanceur. Les développements sont extrêmement sophistiqués. Le nombre d'aléas auxquels nous sommes confrontés et auxquels nos équipes techniques sont confrontées sont énormes. Je peux vous dire que ça travaille ardemment pour assurer le plus tôt possible de mettre en activité Ariane 6 et on va y arriver ces prochains mois. Alors la question a été de se dire, nous sommes un petit peu à la traîne. Oui, c'est vrai que les Américains ont repris d'avance.
ont repris l'avance ces dernières années. C'est vrai que le marché américain, comme c'était sous-entendu par ma voisine, est un marché qui est quand même soutenu de manière différente qu'en Europe, avec une volumétrie qui n'est pas du tout comparable. Donc, il s'agit d'essayer de comparer ce qui est comparable. Ça, c'est très important à avoir à l'esprit. On évoquait tout à l'heure 7 milliards de financement sur la contribution pour l'ESA, en fait, sur tous les programmes. Au niveau des lanceurs, si je ne me trompe, on est aux alentours de 2, 5, quelque chose comme ça, grosso modo. Je n'ai pas le chiffre, peut-être un peu moins, mais enfin... Peut-être un peu moins. Sachez que les Américains sont plutôt autour de 12. Donc, une fois qu'on a fait ce constat, c'est un petit peu le dilemme de David et Goliath. On se bat à notre mesure, avec tout notre savoir-faire, avec toute notre dualité également. Je vous l'ai dit en introduction, nous avons la chance chez Ariane Group d'avoir à la fois des ingénieurs qui travaillent sur des lanceurs civils, mais également sur des missiles. Et donc, on a en continu un entretien de savoir-faire engineering qui est une réelle compétence distinctive sur des programmes qui durent très longtemps. Ce que j'ai envie de dire tout simplement à la remarque, c'est qu'en termes de lancement, tant qu'Ariane 6 n'est pas opérationnel, on va faire le dos rond, on va rester très humble, mais je peux vous garantir qu'une fois qu'on sera lancé, on existera, nous serons bien présents et nous montrerons à la face du monde qu'Ariane Group est une formidable entreprise. Le message est passé. Donc, mais la question subsidiaire, c'est quand serez-vous prêt? Dans les prochains mois. Dans les prochains mois, oui. On a quelques enjeux encore à passer sur la fin de qualification du lanceur. Donc, ce ne sera pas avant la fin de l'année. Tant que nous n'avons pas validé les dernières qualifs requises, nous devons rester prudents. Je l'ai dit, nous devons rester humbles. Moi, je suis un bébé du spatial. J'ai rejoint Ariane Group le 1er mars 2021. Avant ça, j'avais passé 20 ans dans l'aéronautique. Et je vais vous faire une confession. Lorsque j'ai rejoint Ariane Group, superstition oblige, je me suis dit, je ne vais pas à Kourou avant le lancement d'Ariane 6. Et j'avais en tête, moi, fin 2021. Donc, je suis finalement retourné et j'ai été pour la première fois à Kourou en avril 2023 pour l'avant-dernier lancement d'Ariane 5. Donc, vous voyez, on a glissé sacrément. Je ne suis pas d'une part habilité à vous donner une date de lancement. Et puis ensuite, nous voulons rester très très humbles, mais sachez que les prochains mois vont démontrer que nous avons su mobiliser les ressources qu'il fallait pour être capable de lancer courant 2024 le formidable lanceur que sera Ariane 6. Et quelle cadence de lancement vous visez une fois que vous aurez atteint le régime de croisière? Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, Ariane Group, avec Ariane 6, a déjà 28, je dis bien 28 lancements actés, vendus. Alors même que notre premier vol n'a pas été assuré. 28 lancements, ça veut dire beaucoup plus de clients. Parce que sur un lanceur, on peut mettre plusieurs clients. Oui, tout à fait. Sauf que nous avons notamment 18 de ces lancements qui ont été réalisés avec un client, Amazon, aux États-Unis, qui lui-même essaie de mettre en service un lanceur, mais c'est compliqué pour tout le monde, hein, et qui donc a jugé pertinent, et tant mieux pour nous, de diluer son risque en ne misant pas tout sur son propre lanceur, mais en s'appuyant également sur le savoir-faire d'Ariane Group. Donc nous allons lancer 18 fusées destinées à notre contrat Kuiper, qui a fait beaucoup de bien à Ariane Group, puisqu'il a été annoncé en 2022. Mais ça veut dire que nous n'avons pas 28 clients par rapport à votre question. Mais il est bien évident qu'à côté de ça, nous avons des clients institutionnels avec des lancements stratégiques. Et je peux vous dire que Stéphane Israël, dont j'ai cité le nom précédemment lorsque j'évoquais Ariane Espace, est au contact d'une multitude de clients qui cherchent à se trouver dans une situation où tout ne partira pas des États-Unis. Ça, c'est un enjeu stratégique phénoménal. Donc oui, le spatial est le nouvel Eldorado industriel, et oui, Ariane Group a un rôle à jouer clé dans les années à venir pour l'activité du spatial. Voilà, c'est clair. Donc, on va commencer les questions. Et on a Joris, c'est son micro. Alors, on a la caméra, mais on n'a pas le micro. Donc, je vais vous demander de vous présenter. Oui, merci. Bonjour.
Je m'appelle Dan Deville. Je suis le président de Deville Group Executive Recruitment and Training. À Ballard, on m'appelle mon colonel. Je suis colonel de réserve citoyenne et très accessoirement, sinon principalement, pilote et membre de l'Aéroclub de France. Je crois que je suis plus de vieux membre de l'Aéroclub de France puisque je rejoins l'Aéroclub de France en 1970, c'est-à-dire à une époque où la plupart de ceux qui sont là n'étaient même pas nés. Je leur souhaite la bienvenue. La réalité est la suivante. J'avais deux questions en vous écoutant parler. La première, c'est... on parle rapidement d'Ukraine, c'est certainement pas le débat aujourd'hui. Les Russes, pour l'instant, ne sont pas vos concurrents. Arianespace, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la concurrence de plus en plus forte de Elon Musk & Co. Quels sont vos principaux concurrents aujourd'hui et quels sont vos facteurs de différenciation pour arriver à être meilleur? Ça, c'est ma première question. Là, j'avais 3 points d'interrogation, là, j'ai vu. Bon, on va rajouter un petit quatrième ou préférez-vous que je Non, allez-y, ouais, Bon, je vais faire un petit quatrième quand même. En tant que cabinet de recrutement, là je m'adresse au directeur des achats, qui est Stéphane Nogachevski, pardonnez-moi si je ne le prononce pas bien. Je vous pardonne. Merci, vous êtes aimable, merci beaucoup. Alors Stéphane, vous qui êtes un des acheteurs principaux, si j'ai bien compris, c'est quoi vos critères pour avoir les meilleurs prestataires par rapport à d'autres? Tant sur le plan logistique que, après tout, c'est mon métier, que sur le plan des candidats. Alors, on va peut-être commencer par la première question, on va les prendre dans l'ordre. Xavier Pasco, ou peut-être, alors je ne sais pas, qui peut répondre sur la concurrence? La concurrence entre... Alors, vous êtes les premiers concernés. Je ne voudrais pas mobiliser la parole de tout le monde, donc on va essayer de se répartir les temps de parole. D'abord, je ne suis pas Arianespace, je suis Ariane Group. Donc, je ne vais pas me mettre à la place de mon cher ami Stéphane Israël. En revanche, une chose est sûre, c'est comme sur un terrain de rugby, il faut d'abord penser à ses forces. Ne remuez pas le couteau dans la plaie. J'ai fait exprès. Et savoir ce dont on est capable nous-mêmes. Nous sommes mobilisés sur le Maiden Flight d'Ariane 6. Nous savons que, et je vais faire une réponse cumulée par rapport à l'avant-dernière que vous avez posée, nous savons quelles sont les forces recherchées avec Ariane 6. C'est cette versatilité, cette capacité à assurer des lancements de différentes charges qui nous permet d'être avec un seul et même lanceur capable de répondre à de la concurrence qui aujourd'hui n'est possible qu'avec des lanceurs bien spécifiques. On a évoqué également la question achat, et je laisserai mes collègues, mes voisins répondre aux autres. En tant qu'acheteur, la difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a une réalité de marché qui conditionne de manière assez nouvelle notre capacité à industrialiser de manière pas efficace mais efficiente. L'efficience, c'est arriver au moindre coût au résultat le plus fiable. Ça veut dire qu'il y a un vrai changement d'ADN qui doit s'opérer dans notre industrie du spatial, dans notre monde, le monde que tous ces jeunes vont représenter dans les années à venir, le monde de l'engineering du spatial. Cette capacité à faire bon du premier coup, mais à moindre coût, et être capable également de créer de l'innovation. Donc vous voyez que c'est une recette de cuisine des plus complexes, mais tous les enjeux se situent là. Ce que l'on attend de nos fournisseurs, c'est cette capacité à finalement mettre en branle des moyens industriels qui soient les plus efficients, avec une capacité d'innovation qui permette d'avoir toujours un temps d'avance. Et donc, il faut être capable, je pense moi, de travailler sur du long terme, parce que tout ceci ne se décrète pas. Ceci, ça se construit au fil des ans avec un savoir-faire qui peut être explicite, mais aussi bien souvent tacite. Et ça suppose qu'on noue des liens, qu'on tisse des liens avec un nombre limité de partenaires avec qui nous nous projetons à plusieurs années, voire décennies. Après, je peux laisser la parole à ma collègue de travail, Stéphanie, qui, sur le plan technique, est bien plus affûtée que moi. Mais je dirais qu'aujourd'hui, il faut que cette compétitivité, qui est un enjeu colossal, on va chercher des ordres de grandeur de moins 20, moins 30% de coût de revient, c'est énorme, parce qu'effectivement, on l'a évoqué tout à l'heure, quelque part les dés sont un petit peu pipés en termes de soutien, mais c'est la dure loi du marché, et nous souhaitons exister sur ce marché, donc nous devons rester innovants. Et est-ce que ce n'est pas un marché où la concurrence est de plus en plus importante? On a vu encore récemment, c'était quoi, il y a 15 jours, les Espagnols qui ont réussi un lancement.
Jusqu'à maintenant, ils n'étaient pas dans la course. Alors c'est un lancement suborbital pour le moment, c'est effectivement leur premier C'est un début. lancement. C'est un souhait d'un certain nombre d'États de compléter Ariane 6 Vega C avec des petits lanceurs. Et effectivement, il y a un certain nombre d'États qui politiquement... Compléter. Oui. Pas concurrencer. Ce sont les mêmes financements, entre guillemets, enfin les mêmes financements. Alors, il y aura peut-être de la concurrence à certains segments, mais l'idée, c'est d'avoir des lanceurs plus petits qui vont pouvoir être lancés de manière plus réactive, des satellites qui ne trouveraient pas forcément leur place à court terme sur, par exemple, un gros lanceur. On va voir. C'est aussi un souhait de certains États. Est-ce qu'on peut lancer des fusées depuis l'Espagne où il faut, se rapprocher de... Ça, c'était un test. Il sera installé à Kourou. À Kourou, d'accord. Ça sera installé à Kourou. Et donc, c'est aussi la reconnaissance d'un certain nombre d'États que leur industrie soit capable de lancer, de développer ces capacités-là et de pouvoir compléter l'offre. On verra. Il y a beaucoup de choses en cours. On verra lesquelles réussiront. Lesquels ne réussiront pas, c'est quelque chose qui se verra. Quelques éléments de comparaison avec les Américains. Les Américains, il y a un budget américain. Les agences fédérales sont prêtes à surpayer les lanceurs. C'est-à-dire qu'elles sont prêtes à signer des contrats où l'argent qu'ils vont verser à l'industriel est bien supérieur au prix de revient du lancement. Alors que les États européens, eux, ne veulent pas payer plus. C'est un choix politique, hein, c'est pas payer le juste prix. Donc il n'y a pas cet effet d'investissement supplémentaire qui vient de l'État. Il y a en plus un marché captif américain qui est beaucoup plus élevé que le marché européen qui n'est pas captif. Les États européens ne souhaitent pas tous lancer qu'avec de l'européen. En plus, côté Elon Musk, il a la possibilité de faire ses choix technologiques et de tout construire et assembler dans une usine. Ce qu'on n'a pas la possibilité de faire en Europe par le choix qui a été fait par les États membres de répartir les fabrications de façon à ce que tous puissent en profiter. Donc il y a un certain nombre de paramètres qui expliquent ces différences-là. Le choix européen, c'est vraiment un choix politique d'autonomie stratégique, pour ça qu'en ce moment c'est plus compliqué pour ça, d'autonomie stratégique là-dessus. Sur votre deuxième question, au propos des talents humains. Alors effectivement, en ce moment, c'est un énorme défi, parce que comme partout, les baby boomers partent à la retraite. Je serai à la retraite dans un an, hein. Ça fait 40 ans que je suis dans le secteur. Il y a une place à prendre. Non, parce que je ne vais pas être remplacée directement, parce que bon, voilà. Mais à l'ESA, par exemple, on est à peu près... Vous êtes en train de nous dire que vous êtes irremplaçable. Voilà, c'est ça. À l'ESA, à peu près, on est à peu près 2500 et quelques agents à l'ESA. Des recrutements en 2023 entre 200 et 300. Donc pratiquement 10% de la force qui doit être remplacée. Alors avec des ingénieurs, des scientifiques, des administratifs, des juristes, différents niveaux, tout est sur Internet. Le problème, c'est que nous, on veut recruter, mais les industriels aussi. Parce que les budgets, ils ne sont pas pour nous. Les budgets, ils sont pour le développement industriel en secteur amont, en secteur aval. N'oubliez pas le secteur aval, n'oubliez pas l'intelligence artificielle, n'oubliez pas le traitement des données. Il n'y a pas que les fusées à construire et les satellites. Il y a aussi ce qu'on en fait. Et donc, c'est un vrai défi pour tout le monde. Dans tous les pays européens, il y a un déficit de jeunes dans les carrières scientifiques. Que ce soit des enseignants, que ce soit des ingénieurs, des scientifiques. Il y a une place à prendre dans tous ces secteurs-là. Et c'est un vrai, en ce moment, sur les années à venir, c'est quelque chose, vous avez toute votre place, là, je vois tous les jeunes, là. Il y a des masses de choses à faire, pas simplement à l'ESA, pas simplement. Et encore une fois, n'oubliez pas le développement des applications et des services. Il y a des pétabytes de data d'observation de la Terre qui sont téléchargés tous les jours. Il faut en faire quelque chose. Et quelque chose d'intelligent. Chez Ariane Group, vous avez ce qu'il vous faut comme salarié ou vous recherchez aussi ? On embauche. Ouais. On embauche. On a toujours besoin de nouveaux talents. Effectivement, pour rebondir un peu sur le sujet, et puis sur votre point initial du retard et des questions qui ont été posées. Donc oui, effectivement, on a pris un petit peu de retard sur Ariane 6. On ne joue pas armes égales, c'est ce qui vient d'être développé parce qu'on n'est pas du tout dans le même champ de contraintes, économiquement, financièrement, politiquement. Et ça change vraiment la donne. Alors, on ne vit plus, effectivement, dans les années 2020, comme dans les années 70, la conquête spatiale. Et effectivement, ce n'est pas du tout la même époque, le même état d'esprit. Pour autant,
pour tous les jeunes ingénieurs, là je parle de tous ceux qui ont cette fibre de vouloir faire des grandes choses, c'est hyper motivant tout de même, parce que justement en jouant à armes différentes, on a vraiment un challenge devant nous et c'est possible. Enfin voilà, on a eu quelques aléas qui ont fait ce retard. Ariane 5, la durée de vie a été raccourcie aussi. Voilà, nous, on aurait dû avoir une période de recouvrement. C'est vrai qu'il y a un concours de circonstances qui fait qu'aujourd'hui, le centre spatial est à l'arrêt, alors qu'à un moment, il y avait 3 types de lanceurs différents. On vient de lancer un Vega quand même. Oui, mais discrètement alors, discrètement. Mais et dans le même temps, on a Elon Musk qui fait le fanfaron. Alors, bon, d'abord, on va parler de nous avant de parler des autres. Je pense que... On a une question après sur les autres aussi. On est à l'arrêt. Vous allez être obligé de répondre. Oui, bien sûr, mais avec plaisir. Il y a effectivement un concours de circonstances qui est ce qu'il est. La guerre en Ukraine n'a pas aidé. Les décisions géopolitiques ont fait qu'en termes d'activité et de planification opérationnelle, on a dû quand même rebattre les cartes et puis se reconfigurer. Il faut garder en tête qu'à Kourou, le lanceur Soyouz a été lancé à maintes reprises et depuis février 2022, toute cette activité-là a stoppé. Après, il y a ce recouvrement Ariane 5, Ariane 6 qui fait effectivement que nous sommes pour l'instant sur les lanceurs civils grosse charge, on va dire, à l'arrêt. Mais ceci ne nous empêche pas, nous, de continuer à avoir grand et de nous préparer à faire face, et c'est là que c'était à la fois formidable, à un ramp-up du spatial qui n'a jamais été expérimenté. Nous devons, comme je le disais tout à l'heure, avant 2029, avoir été en capacité d'honorer 28 lancements. Alors, par rapport à ce que d'autres connaissent dans l'aéronautique, ça peut paraître dérisoire, mais je peux vous garantir que la problématique reste la même. Quand on passe d'un rate 40 sur du single aisle à un rate 60 sur du single aisle, ben nous, sur le vous pouvez décoder là, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait compris single aisle, ce je fais le parallèle avec Airbus et les monocouloirs, les A320 que tout le monde connaît. Vous avez tous suivi dans la presse que les cadences d'Airbus augmentent de manière très significative sur des volumétries en absolu qui sont bien plus importantes que nos 28 lanceurs. Mais pour nous, c'est énorme. Nous devons être capables, en si peu de temps, de faire face à une montée en cadence très importante. Ça va devoir mobiliser toute la performance de nos ingénieurs, de nos fournisseurs, de tout le microcosme du spatial. Donc c'est une aventure ces prochaines années qui va nécessiter beaucoup de talent, beaucoup de mobilisation, beaucoup de travail. C'est pour ça que moi je suis ravi aujourd'hui de représenter Ariane Group devant un parterre d'étudiants et qui doit nous enthousiasmer parce qu'effectivement le spatial, je le redis une deuxième fois, c'est l'Eldorado industriel qui s'offre à nous. Donc voilà ce qu'il faut retenir, c'est que on n'est pas actif ces prochains mois, mais après, je peux vous garantir que ça va pulser. Et on a quand même effectivement au CSG l'activité de qualification d'Ariane 6. Donc le CSG travaille. Oui, il travaille, mais il fait moins parler de lui en ce moment que d'autres. C'est moins effectivement médiatique. On a justement une question du chat sur les opportunités dont vous venez de parler. Vous n'allez pas être content là. Est-ce que vous avez des projets de lanceurs réutilisables chez Ariane ? Est-ce que vous pensez que c'est cohérent par rapport à la demande du marché actuel ? Alors, Stéphanie, tu m'arrêteras parce que toi, tu connais Ariane depuis plus longtemps que moi. Moi, la compréhension que j'ai, elle est somme toute assez basique et très simple. C'est que le choix de ne pas faire de la réutilisation a été pris au moment donc, du rapprochement Airbus-Safran, de la création d'Ariane Group, compte tenu... alors, on n'avait pas déjà... en tête la manière dont Elon Musk avec son entreprise allait bouleverser la donne sur l'activité industrielle spatiale, il n'en demeure pas moins qu'il faut garder en tête que la réutilisation se justifie quand on a une volumétrie très significative. Or, comme on l'indiquait tout à l'heure, a priori, Ariane Group est là pour assurer les lancements à l'origine, surtout institutionnels, qui étaient censés être la manne volumétrique la plus importante au début, avant la grande mode des constellations. Et donc, au tout début de la décision du développement d'Ariane 6, très sincèrement, économiquement parlant, la réutilisation ne se justifiait pas. Il n'en demeure pas moins que le marché a évolué, les constellations sont venues
carrément modifier les règles du jeu. Et donc, vous pouvez vous en douter, on mène des réflexions sur des capacités de réutilisation ou même des capacités à mi-chemin de la réutilisation comme celle que l'on peut voir avec les lanceurs outre-Atlantique à l'heure actuelle, qui serait que nous puissions aussi intervenir d'un point à point dans l'espace. Donc nous configurons des études sur cette capacité à finalement faire du transport d'un point à point dans l'espace, sans forcément vouloir absolument se calquer sur le modèle outre-Atlantique. Donc oui, on y réfléchit. Après, à chaque jour suffit sa peine. Encore une fois, notre enjeu majeur, c'est le Maiden Flight d'Ariane 6. On va le réussir. On va mettre en place un lanceur, comme je l'indiquais, qui a cette capacité à fournir des services différenciés en termes de charge utile, en termes d'éloignement d'orbite. Et c'est déjà une prouesse incommensurable. Alors, on parle de lanceurs, mais pourquoi faire ? Pour retourner sur la Lune, pour envoyer... Alors, vous parliez de mode des constellations. Mode, c'est peut-être un terme un petit peu fort. Oui, je dirais tendance marché. Voilà, ouais. Donc, à quoi servent tous ces lanceurs ? Alors, ils servent à beaucoup de choses, des choses dont vous entendez parler, d'autres. Alors, tout ce qui est astronomie, planétologie, il faut bien lancer les sondes vers l'espace, les télescopes, etc. Il va servir à mettre en orbite des satellites d'observation de la Terre. Il va servir à mettre en orbite des satellites de télécommunication. Il va servir à la constellation Galiléo. Il va servir à mettre des êtres humains ou envoyer des cargos ou envoyer ces choses-là. Donc il y a beaucoup d'applications. Ce qui est très important de plus en plus, tout à l'heure on parlait de la course à l'espace des débuts, on n'est plus trop en Europe dans cette course-là. On a vraiment, il y a un certain nombre d'années, Xavier saura peut-être il y a combien de temps, fait une transition vers l'espace utile. C'est-à-dire les satellites est là, pas juste pour donner du travail aux industriels, mais parce qu'il va servir à quelque chose. Servir à la science, servir à l'avancement de la science, mais aussi servir aux citoyens que nous sommes, aux économies, aux politiques. On va travailler beaucoup sur tout ce qui est beaucoup de choses autour du changement climatique, la connaissance du changement climatique, la connaissance de l'évolution du climat. Comment agir pour aider à décarboner la société ? On a des choses en cours. Comment aider dans la gestion des crises ? Quand vous voyez aujourd'hui les inondations, les feux de forêt, les crises diverses et variées, on a des initiatives en cours pour fédérer l'ensemble de ce qui existe déjà dans l'espace, pour les faire travailler ensemble, combiner de façon à ce qu'on puisse être plus efficace dans le service à celui qui, au sol, va avoir à gérer la crise. Celui qui, au sol, va définir les politiques publiques de décarbonation, etc. Donc on a ce qu'on appelle des accélérateurs, c'est là-dessus que je travaille. Donc ce n'est pas un accélérateur de start-up, comme on peut penser, c'est l'accélération de l'utilisation du spatial. Comment est-ce qu'on peut rendre encore plus utile et efficace cet argent public qui a été mis dans un certain nombre de satellites et de lanceurs pour pouvoir les lancer, mais aussi l'argent privé qui a été mis, certaines constellations sont développées sur fonds privés. Et comment faire pour que les données qu'on peut en retirer puissent être disponibles là où c'est nécessaire, sur Terre, entre guillemets, au sens large du terme. Donc ça, c'est une grande tendance, c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément en ce moment, parce que le spatial, il est là aussi pour servir. Il est là pour vous tous. C'est pas juste parce que vos impôts ou les impôts de vos parents ou les impôts sont là, c'est aussi que ça serve à quelque chose. Alors sur les sujets de décarbonation, j'ai une autre question qui, je pense, j'en suis même certaine, s'adresse à Ariane et qui est relative au projet Canopée. Donc, il se trouve que voilà, c'était ce à quoi vous pensiez, je suppose. Donc, malgré la compétitivité, donc on a pu voir avec le projet Canopée que vous ne reniez pas sur les efforts environnementaux. Comment concilier à la fois le défi technique, tout ce qui est relatif à Ariane 6 dont vous venez de parler, et aussi toutes ces thématiques environnementales et de décarbonation ? Alors effectivement, Canopée, c'est un très beau projet donc, qui vient de se terminer, puisque le baptême a eu lieu effectivement il y a 2 semaines à Bordeaux.
Donc un bateau qui a été conçu pour le transport des éléments d'Ariane 6, donc de l'Europe vers la Guyane, et qui donc va avoir une propulsion effectivement à voile, qui va permettre de réduire de 30 à 40%, si je ne dis pas de bêtises, le budget de carburant et donc l'impact écologique, enfin l'impact carbone, le bilan écologique du transport. Donc c'est très très innovant. Donc le bateau est prêt. Ceux qui ont eu la chance de le voir à l'Armada de Rouen ou à Bordeaux, enfin voilà, on le voit pas mal sur les réseaux. Bon, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Qui a trouvé aussi d'autres clients, si je ne dis pas de bêtises, donc qui ne va pas servir qu'à Ariane, et ça c'est très bien, qui sera sûrement aussi des émules dans le transport maritime. De notre côté, empreinte carbone, je crois qu'on a d'autres initiatives, mais je ne suis pas sûre que ce soit le même, Oui, alors, le même sujet. De toute manière, notre responsabilité sociétale fait qu'on se doit d'aborder cette question de manière très très sérieuse. Justement, monsieur l'indiquait tout à l'heure, en tant qu'acheteur chez Ariane Group, j'ai des enjeux, et notamment celui-ci, puisque vous l'imaginez bien, l'empreinte carbone d'Ariane Group est notamment générée par tous les achats que nous réalisons auprès de nos fournisseurs. Toute la filière est contributrice. Je trouve que c'est un super exemple, Canopé, parce que c'est un projet qui a démarré avec pas mal de difficultés à y croire au début, parce qu'il s'agissait de remettre en question des dogmes. Et c'est toujours difficile hein, dans ce milieu pétri de certitudes, notamment industrielles. Et ce projet, à la tête duquel Ariane, mais aussi les acteurs qui ont défini, conçu le bateau, montrent qu'on peut atteindre des résultats assez énormes. 30% de réduction de rejet de CO2 grâce à cette solution industrielle. C'est faramineux. En plus, c'est un projet qui montre qu'on peut ensemble, entre industriels, avec des startups, arriver à concevoir des moyens de transport qui sont révolutionnaires. Donc j'ai eu la chance, moi, il y a 15 jours, d'être présent à l'occasion du baptême de Canopé à Bordeaux. C'est un bateau formidable, il est très beau d'abord, mais il est conçu de manière optimale. Et surtout, j'insistais sur la première question, sur cet enjeu clé qui doit nous driver dans le spatial, cette notion d'efficience. Il faut que nous arrivions à faire plus simple, plus performant, moins cher, meilleur. Et Canopé est un petit peu la quintessence de ce qu'on peut arriver à faire en ayant ça en tête et en ne perdant pas non plus de vue cette obligation que nous, industriels, nous devons gérer au quotidien, à savoir la préservation de l'environnement. Merci. Oui, il y avait une question qui attendait depuis longtemps. Oui. Juste rajouter un point. Oui, emporte le... Et puis après ici, et puis après... Ouais. Bonjour, sous-lieutenant Stilitano de l'Armée de l'air et de l'espace. Dans quelle mesure la prise de conscience au sujet de l'accumulation des débris dans l'espace pourrait contraindre l'activité d'Ariane Group et des lancements commerciaux de manière générale? Alors juste avant, parce que c'était parfaitement lié avec ce que j'allais dire, on a aussi une action en cours et le texte a été finalisé cette semaine, une charte zéro débris pour les satellites. C'est quelque chose qui a été coécrit par les agences et les industriels. Ça a démarré au Bourget cette année. Le texte a été finalisé cette semaine, lundi ou mardi. Une charte d'engagement à limiter au maximum les débris. À la fois la création des débris, les satellites morts, etc., s'en débarrasser, limiter, etc. Donc ça, c'est un vrai enjeu qui est partagé par les agences et les industriels. Donc, ce qui a été décidé par l'ESA, c'est de travailler là-dessus, c'est-à-dire ne pas attendre d'avoir des règles qui seraient fixées par d'autres, y compris par les Américains qui viendraient forcer des choses, mais entre agences et industriels, de définir qu'est-ce qu'on pensait qui était faisable ou qui serait envisageable technologiquement pour faire ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Bientôt, ça va être ouvert pour signature. Je ne sais pas si, Ariane, je pense que vous étiez dans les
dans les discussions Ariane Group? Alors sûrement, moi je voulais pas être cette discussion, mais juste par rapport aux débris, les lanceurs Ariane ont des orbites nos 3e étages de fusée. Autrement dit, on ne laisse pas effectivement le 3e étage, l'étage qui fait la mise à poste du satellite, donc qui va séparer, sur lequel le satellite est posé et qui va aller jusqu'au bout de la mission. D'autres lanceurs dans le monde, d'autres États ne se soucient pas du tout de ce genre de problématique. Ariane 6 désorbite le 3e étage, comme le faisait Ariane 5. Et ça, c'est la loi spatiale française, européenne qui le veut, et on a ce souci-là. Donc là, sur lequel on travaille, c'est sur les satellites, c'est-à-dire limiter le temps pendant lequel un satellite mort restera en orbite, ou le mettre sur une orbite où il ne gênera pas, où il ne risquera pas de créer des débris. Le risque avec toutes ces constellations, c'est d'arriver à ce qu'on appelle le syndrome l'effet Kessler, c'est-à-dire les destructions en chaîne. Si vous avez 2 satellites, 2 objets qui viennent à se heurter, 28 000 km/h sur une orbite classique, orbite basse, ça va créer des débris qui risquent eux-mêmes de créer d'autres débris et de faire une réaction en chaîne qui s'appelle l'effet Kessler. Et donc, par ce qu'on essaye de mettre en place, au moins essayer en Europe, et si possible avec nos partenaires, d'être vertueux là-dessus, parce qu'on a besoin de pouvoir mettre des satellites, on a besoin des services apportés par les satellites. Aujourd'hui, si vous n'avez plus les satellites de positionnement, Galileo et les autres, vous ne pouvez pas faire de transactions interbancaires. Vous ne pouvez pas retirer d'argent dans un distributeur d'argent. Parce que ce sont les horloges de ces satellites qui sont les horloges les plus précises au monde qui vont permettre de faire se communiquer les banques entre elles. Sans parler de tout ce qui est la météo, etc. Donc il y a besoin d'agir éthiquement de plus en plus là-dedans, grâce à la technologie. Il y a plein de travail à faire là-dessus. Merci. Alors, 2 questions, et puis après on arrêtera là. Tu n'en as pas sur le chat? J'en ai pas d'autres sur le chat pour le moment. Donc on va finir avec ces 2 questions. Bonjour à tous, je m'appelle Arthur Toiti, je suis étudiant à l'IPSA, et je suis chef de projet chez AeroIPSA, donc une association étudiante qui fabrique des fusées. Ma question qui est une question très large et qui va vous concerner un peu tous, je pense. Actuellement, on voit que la NASA et d'autres agences essayent de faire la course à la Lune. Est-ce que vous, en tant qu'agence, en tant que fabricant de lanceurs, vous prévoyez déjà des lanceurs pour aller plus loin dans le système solaire, pas forcément sur la Lune, mais sur d'autres planètes également? Et aussi, l'autre question, est-ce que vous avez des idées déjà sur des lanceurs qui utiliseraient d'autres technologies que les technologies de propulsion chimique pour avancer dans le système solaire? Merci beaucoup. Alors, qui commence? Stéphanie? Alors, sur la propulsion, sur le dernier point, oui, on travaille sur d'autres modes de propulsion. Alors, pas encore de la propulsion écologique sur les lanceurs complètement, pas du renouvelable en tout cas. Mais on travaille effectivement sur des alternatives. On travaille aussi sur, alors c'est des avant-projets, sur du vol habité, sur des missions lunaires, je crois bien que oui. J'ai un doute en le disant, mais effectivement, oui, il y a Suzy, mais la mission, effectivement, il y a la Lune, mais pas que. Et quelle était la question? Je me souviens plus. C'était l'émission. Je pense voilà. Sur Ariane Group, en tout cas, on travaille sur le réutilisable, sur l'évolution des carburants, de la propulsion. Ça a été effectivement des choix. Quand on a fait Ariane 6, on a fait pas mal de ruptures technologiques. On n'a pas encore fait cette rupture-là. Mais c'est pour la prochaine génération de lanceurs. Et on a des projets de vol habité et de missions. Oui, je vous invite ça devrait vous intéresser, à aller voir un petit peu le concept Suzy qui a été présenté en septembre l'année dernière, qui est un projet sur lequel nous travaillons de vol habité. Alors, vous le savez, dans le spatial, il y a toujours beaucoup d'idées, ça pullule. Ensuite, on est contraint par d'abord les décisions au niveau gouvernemental qui décideront de s'orienter sur tel et tel programme, application. Donc l'ESA est bien placée pour commenter un petit peu les orientations stratégiques voulues. Du point de vue d'Ariane Group, encore une fois, on essaie vraiment d'être présent pour répondre aux besoins exprimés par le marché, par
ce qui nous est redescendu via justement ce qu'évoquait tout à l'heure ma confrère de l'ESA. Mais vous pouvez imaginer que nous avons une foultitude d'ingénieurs qui se creusent la tête pour essayer de trouver des solutions innovantes en rupture sur les applications possibles et imaginables dans cette conquête du spatial. C'est pour ça que moi j'arrêterai de parler parce que j'ai mobilisé beaucoup la parole, mais je vois plein de jeunes là. Vous faites des écoles d'ingénieurs, vous aimez la technique, vous aimez les produits, vous aimez vous creuser la tête sur des solutions innovantes. Je peux vous garantir que venant de l'aéronautique, après avoir passé quelques années aussi dans l'automobile, je découvre dans le spatial une mine de possibles, une mine de perspectives qui est absolument gigantesque et sur laquelle on aura besoin des meilleurs talents capables de travailler des années durant à la conquête. Isabelle, donc l'Europe n'a pas renoncé à la Lune, loin de là. Alors l'Europe n'a pas renoncé à la Lune, on fournit le module de service d'Artemis. Donc actuellement, les vols vers la Lune américains, entre guillemets, le module de service est européen. Donc la fourniture d'énergie, d'air, etc. pour les astronautes est européenne. Donc on n'a pas renoncé, on n'a pas encore le vol autonome habité vers la Lune. Ça dépendra des souhaits de nos 22 États membres, en fait. Et éventuellement, alors ils ne sont pas forcément sensibles à l'annonce de l'Inde faite la semaine dernière, mais ça, Xavier peut nous en parler un peu plus. Les Indiens vont vers la Lune. Oui, Xavier, alors ce sera vous à faire de la conclusion. C'est vous qui allez faire la conclusion, donc... C'est un lourde charge. Oui. Alors attendez que je me mette en ordre. On vous parlait de l'Inde, je crois, c'est ça. On a parlé beaucoup de lanceurs. Un lanceur, c'est fait pour tirer des choses. Le problème qu'on a aujourd'hui en Europe, c'est qu'on n'a pas de choses à tirer. On a des choses à tirer, mais on a un problème de vision politique globale. Je vais très vite parce que mais je veux tailler un peu dans le... donc, et c'est pour faire le lien avec la question du vol habité. On a aujourd'hui une sorte de brainstorming collectif pour savoir si l'Europe... Isabelle a parlé de l'espace utile, ça c'était vraiment notre flagship, hein, notre twist européen. Et en fait, aujourd'hui, l'Europe pourrait se dire... l'exploration habitée, les Américains font beaucoup de cas, on retourne sur la Lune, on ne sait pas trop pourquoi, les Chinois aussi. Mais nous, on s'occupe du plan A, le Spaceship Earth, comme on dit. Et on est les anges gardiens de la Terre. Et finalement, on sait faire des choses très très bien, Copernicus, et grâce à Isabelle et à ses équipes, on sait, et finalement, on pourrait tout à fait, d'un point de vue de l'identité politique de l'Europe spatiale, se dire que l'Europe spatiale, elle est faite pour protéger la Terre. Ce qui aurait d'ailleurs, en termes de timing, ce serait parfait. En termes politiques, ce serait parfait. On correspond aux souhaits des nouvelles générations, et qui sont des souhaits tout à fait légitimes. Voilà. Mais le spatial, c'est pas que ça. Et donc, ça suppose une décision politique qui consisterait à dire « je ne serai pas parmi ceux qui écriront ce nouveau chapitre de l'histoire de l'humanité à travers la découverte des nouveaux mondes, etc. » Donc, vous ne pouvez pas le faire. Donc, on se dit il va falloir qu'on soit partie prenante de cette nouvelle ère de l'exploration habitée. Sauf qu'effectivement, l'Europe n'a pas elle-même de capacité autonome en matière de vol habité. Donc, ça veut dire penser autonomie en matière de vol habité. On en est là aujourd'hui. Alors, penser autonomie en matière de vol habité, c'est deux choses. Quel degré d'autonomie? Est-ce qu'on veut être un fournisseur de technologie, on fait les services modules? Est-ce qu'on veut être un partenaire politique avec un peu de degré de liberté dans la relation, notamment avec le grand partenaire, qui est le partenaire américain, et dont on sait par expérience que si on n'a pas de capacité à lui mettre en face, il sera très dominant dans la relation. C'est un euphémisme. Donc on se dit il faut effectivement un certain degré d'autonomie dans le vol habité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire détenir la capacité autonome d'envoyer nos astronautes dans l'espace et éventuellement d'y faire des choses. Alors quel type de choses? Alors après, c'est la forme de l'autonomie. C'est-à-dire, est-ce qu'on va faire une capsule? Est-ce qu'on veut faire quelque chose qui soit un peu plus élaboré et qui nous permette de nous brancher sur le grand programme Artemis, qui est le grand programme américain, ce qui voudrait dire par exemple Suzy, publicité gratuite, et là où on aurait effectivement une capacité contributrice qui aurait du poids politique dans la relation, mais c'est beaucoup d'argent, et ça veut dire 27 États membres au niveau de l'UE, 22 au niveau de l'ESA, qui restent à convaincre, et c'est en général, l'argent c'est le nerf de la guerre, et c'est en général la difficulté. On en est là aujourd'hui. Le prochain sommet de Séville de l'ESA, c'est sur ces questions qu'il s'interroge.
L'Inde, de son côté, fait effectivement beaucoup de publicité pour dire, bien moi j'y vais résolument. La Chine y va résolument. Les États-Unis, j'en parle pas. Et donc l'Europe est un petit peu au carrefour aujourd'hui, c'est vrai. Et ça, c'est c'est pas lié à la qualité des lanceurs, à la qualité des industriels qui font des choses. Ça, on les a. La filière spatiale, elle est là. C'est lié à la vision politique qui sous-tend tout ça. Et ça, c'est vrai pour les vols habités, c'est vrai pour les constellations, c'est un peu vrai dans le militaire. On a 3 sujets qui marchent beaucoup, qui sont en ce moment ultra boostés dans le spatial, c'est le militaire, les constellations et le vol habité. Il y a des traits communs, c'est la logistique. Est-ce qu'on veut faire des opérations logistiques? Qu'est-ce que ça suppose? Il y a d'autres traits communs, on change d'ordre de grandeur, là on pensait 10, on pense 100, là on pensait 100, on pense 1000. Ça, c'est Musk, c'est l'effet multiplicateur. Faut-il aller là-dedans? Ne faut-il pas? Si on y va, comment l'assumer? Les budgets, etc. Est-ce que ça va suivre? Donc on en est là, quoi. Donc il y a beaucoup de travail, je confirme, ça a été dit tout à l'heure. Merci pour cette conclusion, qui est une conclusion parfaite, puisqu'elle ouvre complètement le débat. Donc là, si je vous tendais le micro, je pense qu'il y aurait plein de questions, mais je ne vais pas vous le tendre parce qu'on va passer à la deuxième table ronde. Et surtout, je vais vous remercier parce que vous avez permis de bien poser le débat pour la suite des 2 autres tables rondes. Donc merci bien.